Saviez-vous que l'un des hommes les plus riches du monde a gouverné un empire qu'il n'a jamais visité? Un territoire 76 fois plus grand que son pays, qui a généré des fortunes équivalentes à des centaines de milliards de dollars actuels. Et le plus surprenant, la plupart des gens n'ont jamais entendu cette histoire. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment un petit pays européen a construit l'un des empires financiers les plus puissants et les plus sombres de l'histoire moderne. Quand vous pensez aux grands empires coloniaux, vous pensez probablement à l'Angleterre, la France, l'Espagne ou le Portugal. Mais il y a un nom qui apparaît rarement dans cette liste, la Belgique. Ce petit pays de la taille de certaines provinces latino-américaines a créé une machine financière si sophistiquée et si brutale qu'elle a changé à jamais l'histoire de l'Afrique et de la Banque mondiale. L'histoire commence en 1822, quand un roi néerlandais nommé Guillaume Ier fonde à Bruxelles ce qui deviendra la première banque multifonctionnelle au monde, la Société Générale de Belgique. Ce n'était pas une banque ordinaire, c'était une institution qui combinait les fonctions de banque centrale, banque commerciale et banque d'investissement tout en un, une structure que personne n'avait vue auparavant et que d'autres pays mettraient des décennies à copier. Mais la véritable histoire commence avec un homme obsédé par le pouvoir et la richesse. Imaginez ceci, un roi qui en secret devient le propriétaire personnel d'un territoire de la taille de l'Europe occidentale. Pas pour son pays, mais pour lui-même. Et il réussit à faire en sorte que les grandes puissances européennes non seulement l'approuvent, mais l'applaudissent. Ce n'est pas de la fiction, c'était Léopold II de Belgique. Léopold est monté sur le trône en 1865 avec une obsession, faire de la Belgique une puissance coloniale. Mais il y avait un problème. Le Parlement belge refusait catégoriquement de financer des aventures coloniales. Il pensait que c'était trop cher et trop risqué. La solution de Léopold? Simple mais géniale. Si le gouvernement ne voulait pas payer, il le ferait personnellement. Entre 1853 et 1865, Léopold a voyagé longuement en Inde, en Chine, en Afrique et en Europe. Ce n'était pas du tourisme, c'était une mission de reconnaissance. Il cherchait des opportunités, étudiait comment les autres empires fonctionnaient, identifiait des territoires non réclamés. En 1876, il a organisé une conférence internationale dans son palais de Bruxelles. Il s'est présenté comme un philanthrope préoccupé d'apporter la civilisation et le christianisme en Afrique. Il a convaincu des explorateurs et des géographes que ses intentions étaient nobles. C'était toute une façade magistralement exécutée. Sa véritable stratégie est venue après. Il a engagé le célèbre explorateur Henry Morton Stanley pour l'aider à revendiquer le Congo. Et en 1885, lors de la conférence de Berlin, il a accompli l'impossible, faire en sorte que les puissances européennes lui donnent le contrôle personnel d'un territoire qu'il a appelé l'État libre du Congo. Personnel, ce n'était pas une colonie belge, c'était le sien, à Léopold, comme s'il s'agissait d'une ferme géante. Au début, le Congo a été un fardeau financier énorme. Léopold a dépensé presque toute la fortune héritée de son père en essayant de maintenir le contrôle du territoire. Il devait démontrer une présence étatique, construire des infrastructures, maintenir une force militaire. Mais dans les années 1890, tout a changé. L'invention du pneu gonflable en 1887 et l'essor de l'automobile ont créé une demande mondiale explosive de caoutchouc. Et il s'avère que le Congo était rempli d'arbres à caoutchouc sauvages. Léopold a vu son opportunité et l'a saisie avec une efficacité brutale. En 1891 et 1892, il a émis des décrets qui transformaient essentiellement la population congolaise en serfs. Tout l'ivoire et le caoutchouc récoltés devaient être livrés aux officiers de l'État. Léopold avait créé un monopole total. Pour faire respecter les quotas de caoutchouc, Léopold a utilisé la force publique, une armée mercenaire de 16 000 soldats africains, dirigée par 350 officiers européens. Cette armée ne maintenait pas l'ordre, elle terrorisait. Les villages qui ne respectaient pas les quotas de caoutchouc faisaient face à des conséquences dévastatrices. Des villages entiers étaient brûlés, des otages étaient les pris, des mains étaient coupées comme preuve que les balles n'avaient pas été gaspillées pour la chasse. Les chiffres sont effrayants. Les historiens estiment qu'entre 8 et 15 millions de personnes sont mortes sous le régime de Léopold au Congo. Elles sont mortes de maladies,
de famine, de travaux forcés et de violences directes. Et Léopold, il est devenu l'un des hommes les plus riches du monde. Sa fortune personnelle a été estimée entre 100 et 500 millions de dollars de l'époque, ce qui en termes actuels équivaudrait à plus d'1 milliard de dollars. Avec cet argent, il a construit des palais, des monuments et des bâtiments magnifiques à Bruxelles, Anvers et Ostende. Le célèbre arc du cinquantenaire à Bruxelles a été payé avec l'argent du Congo. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires fascinantes comme celle-ci. Mais Léopold n'agissait pas seul. Derrière l'horreur du Congo se trouvait un réseau financier belge sophistiqué qui transformait la souffrance en profit. La pièce maîtresse était la Société Générale de Belgique. À partir de 1834, cette institution s'était concentrée sur le développement de l'industrie lourde. Chemins de fer, mines de charbon, métallurgie et centrales électriques. C'était la première banque mixte moderne au monde, combinant des activités de dépôt avec l'investissement industriel. Quand Léopold a commencé ses opérations au Congo, la Société Générale était là. En 1906, la compagnie a fondé l'Union minière du Haut-Katanga, qui est devenue l'une des entreprises minières les plus rentables au monde. Dans les années 1950, cette entreprise contrôlait 7% de la production mondiale de cuivre et 60% de la production de cobalt. Ses revenus annuels équivalaient à entre 2 et 3 milliards de dollars actuels. En 1909, la Banque du Congo belge a été établie comme banque émettrice de la colonie. Mais ce n'était pas une institution indépendante. Les principaux actionnaires étaient les grandes institutions financières belges, Société Générale de Belgique, Crédit Général Liégeois, Crédit Général de Belgique, Banque Internationale de Bruxelles. C'était un système parfaitement conçu. La banque émettait la monnaie, contrôlait les finances coloniales et facilitait l'extraction des ressources. Tout l'argent affluait vers Bruxelles. La Société Générale ne s'est pas limitée au Congo. Elle a étendu ses opérations à toute l'Europe, la Russie, la Chine, l'Amérique latine. Elle a créé la Société belge de chemin de fer pour les chemins de fer, la Banque belge pour l'étranger pour les opérations en Asie et au Moyen-Orient, la Banque brésilienne italo-belge pour l'Amérique du Sud. En 1922, un an avant son centenaire, les livres de la Société Générale montrèrent des crédits de 4 100 millions de francs belges. C'était une puissance financière continentale. La pression internationale a finalement obligé Léopold à céder le Congo à l'État belge en 1908. Mais voici ce qui est intéressant. Ce n'était pas une défaite pour Léopold, c'était sa dernière grande manœuvre. Léopold a réussi à faire en sorte que le gouvernement belge assume toutes les dettes du Congo, tandis qu'il gardait une grande partie des profits. Il avait émis des obligations pour plus de 100 millions de francs pour financer le Congo, et maintenant l'État belge devenait responsable de les payer. Le gouvernement belge a éliminé les pires abus contre la population indigène, mais la terre avec ses ressources de caoutchouc et de minéraux est restée fermement sous contrôle européen. La Grande Dépression de 1929 a durement frappé le système financier belge. En 1934, le gouvernement a interdit les banques mixtes pour protéger les petits déposants. La Société Générale a dû se diviser, séparant ses activités bancaires dans la Banque de la Société Générale de Belgique. Mais cela n'a pas affaibli l'Empire, cela l'a rendu plus sophistiqué. Pendant la période de l'entre-deux-guerres, la Société Générale a continué à s'étendre. Elle a fondé la Banque Générale du Luxembourg. Elle a ouvert des succursales de la Banque belge pour l'étranger à New York, Istanbul et Hong Kong. Elle avait des intérêts bancaires au Portugal, en Espagne et dans une grande partie de l'Europe de l'Est. Après la Seconde Guerre mondiale, le véritable boom a commencé. La Belgique a émergé avec son infrastructure industrielle relativement intacte. La Flandre, la région nord, a connu une croissance explosive dans l'industrie légère et les services. L'investissement étranger a joué un rôle crucial. Des entreprises étrangères ont établi des usines d'assemblage automobile et de fabrication d'équipements électriques. Mais derrière beaucoup de ces opérations se trouvaient les institutions financières belges facilitant le capital et connectant la Belgique aux marchés mondiaux. En 1965, 3 grandes banques ont fusionné pour créer la General Bank, banque de la Société Générale de Belgique, Société belge de banque et Banque d'Anvers.
Cette nouvelle entité contrôlait 40% de tous les dépôts en Belgique et opérait dans 40 pays. Alors qu'est-il arrivé à cet empire financier? Pourquoi personne n'en parle aujourd'hui? La Société Générale de Belgique a existé jusqu'en 2003, quand elle a été absorbée par Suez Lyonnaise des Eaux pour former Suez Tractebel. Mais ses héritiers restent des géants mondiaux. Le groupe Bruxelles-Lambert, descendant direct de la Société Générale, a aujourd'hui une capitalisation boursière d'environ 20 à 25 milliards d'euros. Ses revenus combinés dépassent les 100 milliards d'euros annuels. Il a investi les profits miniers historiques dans des corporations mondiales comme Imerys, Pernod Ricard et Adyen. Suez, qui est né de la division des services publics de la Société Générale, est maintenant un géant mondial dans la gestion de l'eau, le traitement des déchets et les services énergétiques. Et voici la plus grande ironie. La Belgique n'a pas une seule mine sur son territoire. Tout ce pouvoir financier, toute cette richesse provient de ressources extraites d'autres terres, principalement du Congo. Le Congo a obtenu son indépendance en 1960, mais les entreprises belges y ont maintenu des opérations pendant des décennies. Quand le pays a changé son nom en Zaïre en 1971, la Banque du Congo est devenue Banque commerciale zaïroise. Morgan Guaranty a acquis une participation minoritaire en 1963, mais l'économie congolaise ne s'est jamais complètement rétablie. Des décennies de dictature sous Joseph Mobutu, qui a canalisé la richesse du pays dans ses propres poches, tout comme Léopold, ont maintenu le Congo dans la pauvreté malgré ses immenses richesses minérales. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo reste l'un des pays les plus pauvres du monde, malgré ses gisements minéraux parmi les plus riches de la planète. Cuivre, cobalt, uranium, or, diamants. Les entreprises occidentales, beaucoup avec des connexions historiques aux anciens réseaux belges, continuent d'extraire ces ressources. La participation du Congo au profit reste minimale. Le cycle d'exploitation qui a commencé sous Léopold continue, seulement avec une façade plus moderne. Il est important de comprendre que le système financier belge n'a pas été seulement brutal, il a été innovant. Et la création de la banque mixte par la Société Générale a été révolutionnaire. Avant, les banques se concentraient sur les activités de dépôt ou sur l'investissement, mais pas sur les deux. Et les Belges ont transformé des entreprises en sociétés à responsabilité limitée, ont vendu des actions au public, tout en conservant suffisamment d'actions dans leur portefeuille pour garder le contrôle. Ils ont accordé du crédit à long et court terme aux entreprises en développement. Ils ont établi des banques d'épargne pour augmenter les ressources. Ce nouveau type d'organisation financière a rapidement été imité par la France, l'Allemagne et plus tard par le monde anglo-saxon. Les banques belges ont également été pionnières dans l'internationalisation. Elles ne se sont pas contentées de dominer le marché local. Dès le milieu du XIXe siècle, elles ont établi des réseaux en Asie, en Amérique latine, en Afrique et dans toute l'Europe. La Banque nationale de Belgique, fondée en 1850, est devenue un modèle de banque centrale moderne. Elle émettait la monnaie, fournissait des services financiers au gouvernement et supervisait la stabilité du système financier. Quand la Belgique est devenue membre fondateur de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en 1952, elle avait déjà des décennies d'expérience en intégration économique supranationale. L'Union économique belgo-luxembourgeoise fonctionnait depuis bien avant. En 1999, la Belgique a été membre fondateur de l'Union monétaire européenne. L'euro a remplacé le franc belge en 2002. À ce moment-là, le pays pratiquait déjà l'intégration financière européenne depuis plus d'un siècle. L'histoire de l'empire financier belge est une histoire de contradictions fascinantes. D'un côté, nous voyons une véritable innovation financière. Les Belges ont créé des structures bancaires qui ont révolutionné la façon dont le capital et l'industrie interagissaient. Ils ont construit des réseaux commerciaux qui ont connecté les continents. Ils ont développé des systèmes de crédit et d'investissement qui ont propulsé le développement industriel. D'un autre côté, nous voyons l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. Des millions de vies perdues, des cultures détruites, des ressources pillées, un système économique construit littéralement sur des os et du sang. Et peut-être le plus troublant, nous voyons comment tout cela a été commodément oublié. Demandez à n'importe qui dans la rue au sujet des grands empires coloniaux et ils mentionneront rarement la Belgique. Les magnifiques bâtiments de Bruxelles sont admirés sans qu'on mentionne comment ils ont été payés.
Les entreprises descendantes de la Société Générale opèrent aujourd'hui comme des corporations multinationales respectables. Leurs origines coloniales sont des notes de bas de page dans leurs histoires officielles. Mais les chiffres ne mentent pas. En 1930, les actions du Congo représentaient 27,7% de la capitalisation boursière totale du marché boursier de Bruxelles. C'est plus d'un quart de toute la richesse boursière de la Belgique provenant d'un territoire africain. Le véritable pouvoir de l'empire financier belge n'était pas dans sa taille territoriale, il était dans sa capacité à convertir les ressources en capital et le capital en influence. Il était dans son réseau de banques, d'entreprises minières, de compagnies ferroviaires et de plantations, toutes interconnectées dans un système qui maximisait l'extraction et minimisait le retour aux terres d'origine. C'est l'empire oublié. Pas parce qu'il n'était pas important, mais parce que s'en souvenir est inconfortable. Il est plus facile d'admirer le chocolat belge et les gaufres que de confronter les sources de la richesse belge. Mais l'histoire a une façon de persister. Le Congo lutte encore avec l'héritage de Léopold. Les institutions financières opèrent encore avec des structures créées cherchées à cette époque. Les modèles d'extraction de ressources suivent encore des lignes tracées il y a plus d'un siècle. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si vous avez appris quelque chose de nouveau, s'il vous plaît, donnez un like, partagez-la avec quelqu'un qui devrait la voir et abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup d'autres histoires comme celle-ci qui méritent d'être racontées. La Belgique a construit l'un des plus grands empires financiers d'Europe. Pas avec des armées massives, ni avec des flottes navales gigantesques, mais avec des banques, des obligations et une brutalité calculée. Et puis, d'une manière ou d'une autre, elle a réussi à faire en sorte que tout le monde l'oublie. Mais maintenant, vous le savez. À la prochaine.